suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. En face du petit port de Tréguier, dans les Côtes d'Armor, l'atmosphère mystérieuse du jardin de Kerdalo me donne l'impression de pénétrer en pleine forêt tropicale, dans un tableau vivant. Plus haut, il prend des allures de jardin anglais autour du manoir familial. Dans un terrain abandonné à la brume, Kerdalo est créé à partir de 1965 par Peter Volkonski, un Russe, aristocrate et peintre, exilé en France. Il va mettre 30 ans à composer un jardin qui fait la synthèse entre son amour de l'art et sa passion pour la botanique. Laissés en sommeil pendant les dernières années de la vie de leur créateur, les jardins de Kerdalo ont aujourd'hui retrouvé leur splendeur. Isabelle est la fille de Peter Volkonski. C'est elle qui poursuit désormais l'œuvre de son père, avec l'aide de son mari, Timothy Vaughan, paysagiste, et de 3 jardiniers. Isabelle, là on est un peu dans l'emblème de Kerdalo, les 4 carrés. Dans quel état étaient ces jardins quand vous les avez repris en main? Ils étaient dans un très mauvais état. Très abîmés? Très, très abîmés parce qu'on avait eu des inondations abominables. Donc, il y a des moments où ils étaient carrément sous l'eau. Après ça, ils étaient couverts de liserons. Donc, non, mais ça a été un travail titanesque. On a mis ça à nu, littéralement. Ouais. Naturellement, on n'allait pas enlever tout ça, toute la base d'architecture, c'est-à-dire les pavillons, tout ça, rien n'a bougé, les murs d'enceinte. Le plan en croix? Et le plan, lui, il a été légèrement raccourci puisqu'on a agrandi Les massifs. des massifs. Ok. Voilà. Et le travail avec les losanges, alors, au cœur des massifs, il existait déjà ou pas? Non, alors Timothée a eu l'idée parce qu'il s'est dit ces carrés sont tellement grands et ça va être tellement triste en hiver quand toutes les vivaces sont rabattues. Il m'a dit ce jardin a quelque chose tout de même d'un peu imposant comme ça, donc il a fait ces losanges de buis. Et après, un petit dégradé vers un buis plus foncé, c'est ça? Voilà, pour que le panaché ressorte encore plus. Même en plein hiver. En plein hiver. Il y a des éléments qui sont aussi très emblématiques de cette partie-là du jardin, c'est quand même les assemblages en galets. Eux, ils existaient déjà? Oui, ils existaient. Et comment ils ont été composés? Quand j'étais gamine, mon père avait une fâcheuse tendance à aller chercher tout ça en bord de mer. À l'époque, c'était pas vraiment interdit, mais ça se faisait pas vraiment. Je ne sais pas, il y a 50 ans. Hein. Et donc, on allait chercher ces galets à la nuit tombée. On remplissait les coffres. Et il a fait ce jeu donc avec des galets noirs et des galets beaucoup plus ordinaires. Du temps de papa, c'était un jardin où il y avait beaucoup plus d'arbustes. Timothée a voulu planter ici des végétaux très très clairs dans le fond pour donner une impression de froid et de profondeur. Donc il a utilisé par exemple les 2 Pittosporum Irene Patterson,
Les Bruneras. Exact. Par contre, au devant, c'est les couleurs beaucoup plus chaudes avec les Raconocloa panachés. Et sur le mur, il y a des plantes qui aiment vraiment le chaud, comme le rosier et la follette mélangés avec la glycine blanche. Superbe. Les petits érigérons qu'on voit partout. Et qui montent jusqu'à la maison, d'ailleurs. Absolument. Ouais. Et sur le mur, on a les clématites montana. Alors, la merveille de cette clématite-là, c'est que c'est la Montana Chocolate qui sent le chocolat. Donc, quand on passe en dessous, ça embaume. Les 4 carrés ont fait la réputation de Kerdalo. Ils font face au manoir adossé à 3 terrasses plantées. La vallée haute protège des vents du nord et accueille les premiers bassins, la pagode et son canal. La forêt s'ouvre sur une grande lande dorée. Plus bas, un étang alimente une série de bassins qui traversent une forêt de rhododendrons jusqu'à la grotte italienne. Les jardins de Kerdalo se déploient dans une vallée très ouverte, inclinée vers le fleuve côtier du Jodi. Isabelle Peter Volkonski, il va finalement toucher à tout dans ce jardin. Il va composer le jardin, il va orchestrer l'eau, choisir l'emplacement de l'eau. Comment il passe de la peinture au jardin? C'est le monde de la couleur qui l'a amené à la création des jardins. Ouais. Quand il a commencé Kerdalo, ça n'a été que ça. Ça a été, voilà, dans la vallée du Bas, des tons roses, blancs, rouges, orangés. C'était toujours par endroits. Et c'était, voilà, la palette un peu du peintre qui se met en place. À l'époque, j'étais enfant. Et on allait souvent en Bretagne, et lui, il en profitait pour venir peindre. Et il peignait la côte, il faisait beaucoup de choses, voilà. Il n'était pas du tout avec nous, hein. Non, non. Mais il venait peindre. Et donc, il s'est aperçu, en se promenant, que voilà, c'était un pays idyllique, idyllique. Et donc, il a trouvé cet endroit, un peu par hasard. C'était une ferme, plus personne n'en voulait. Et comme il avait 5 sources qui coulait du haut jusqu'à la rivière en bas. 5 sources qui alimentaient, mais vraiment toute l'année, ce jardin. Pour lui, c'était évident. Donc il y avait du crachin, il y avait de l'humidité, il y avait de l'eau et il y avait une terre exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Un super climat. Oui, en plus, il gèle pas. Ouais. Et Isabelle, est-ce qu'il va continuer à faire des liens entre la peinture et le jardin? Quand papa commence Kerdalo, il arrête la peinture. Ouais. La peinture, il va la faire dans le jardin. Ouais. Voilà. Et uniquement dans le jardin? Et uniquement dans le jardin. Ça va devenir son sujet principal? Absolument. Ouais. Si vous prenez tous les carnets de mon père, à partir de cette époque-là, ces carnets, ce sont des noms de plantes, des noms de pépinières, voilà, c'est tout. Éric Orsena est écrivain et académicien. Grand amoureux des jardins, il a écrit un livre sur le domaine de Kerdalo qui le passionne depuis des années et dont il est le parrain. Un jardin, c'est pour ça que j'aime tant les jardins. Un jardin, c'est une manière d'être au monde. C'est une manière d'exprimer l'harmonie, la diversité. Donc c'est une philosophie vivante. Et ici à Kerdalo, alors? Kerdalo, ça m'a fasciné d'avoir ce cadeau immense à 5 km de chez moi. Mmh. Parce que c'est Isabelle qui fait le travail et c'est moi qui recueille le plaisir. Et Kerdalo, c'est évidemment la Bretagne, mais c'est aussi l'Angleterre,
parce que toute une partie du jardin est assez anglais. C'est beaucoup Et l'Angleterre. c'est beaucoup l'Angleterre, mais pas seulement. Mhm. Puisque juste de l'autre côté de ce logis, on a le Midi qui est là. Mhm. Donc, ce que j'aime, c'est en une seule promenade de 2-3 heures, on salue l'Europe. Inspiré par ses nombreux voyages, Peter Wolkonski fait venir des plantes d'Angleterre, d'Italie, mais aussi de régions exotiques de l'hémisphère sud. Le climat tempéré de Bretagne a rendu possible cette incroyable acclimatation. Louis-Michel Noury est historien du paysage, spécialiste des jardins bretons. Pour lui, l'influence italienne prédomine à Kerdalo. Louis-Michel, la composition des jardins de Kerdalo sont selon vous très inspirés par les jardins italiens. Alors où est-ce qu'on la retrouve cette Italie, cette renaissance italienne dans le jardin? À Kerdalo, ce sont les deux terrasses. C'est-à-dire que les Italiens, donc au XVe, XVIe siècle, ont construit des jardins en terrasse autour des villas que l'on appelle les villas toscanes. Et en construisant ces terrasses, en aménageant des broderies sur des terrasses, ils ont participé à l'évolution du regard. On parle du regard en termes d'éducation, éducation du regard. Et là, ils nous ont donné à se voir autrement. Et qu'est-ce que c'est de voir autrement? Eh bien, à Kerdalo, par exemple, on arrive, c'est de voir d'en haut. C'est-à-dire que de la terrasse, on a une appréhension visuelle sur les carrés, très très bien aménagés, qui renvoie à l'Italie à une certaine image médiévale, puis un glissement visuel dans cette vallée basse qui nous donne ce troisième plan. Et du temps de Peter Wolkonski, eh bien, ce troisième plan, c'était Tréguier. C'était la rivière et Tréguier. Et pourtant, quand on regarde l'architecture du manoir, quand on regarde le décalage du sens de l'eau avec l'orientation du bâtiment, quand on regarde l'extravagance de la végétation, on est plutôt transporté en Grande-Bretagne. En tout cas, c'est comme ça que moi je regarde ce jardin. Ah, tout à fait. Et quand on parle de circulation de l'eau, nous sommes dans une vallée. Et cette circulation de l'eau, elle est visible. Elle est visible depuis le début par le bassin. L'eau circule et là, on a une magnifique représentation de circulation à l'italienne. Vous avez ici une mise en cascade qui vous donne une notion de paysage sonore. Car là aussi, les Italiens ont été sensibles au XVIe siècle. On entendait une musique de l'eau. Et vous êtes d'accord que quand on arrive sur le parterre principal, oui, on pense beaucoup plus au jardin anglais du sud de l'Angleterre. Alors, tout à fait vrai. En fait, vous avez cette dualité. C'est ce qui fait la richesse, c'est ce qui fait l'intérêt de Kerdalo. C'est que vous avez une architecture à l'italienne qui s'inscrit dans l'art des jardins. Et puis, vous avez ici une acclimatation de plantes. On va vers l'exotisme initiée par les Anglais. Oui, Michel, on se retrouve ici dans la partie la plus basse du jardin. Et à nouveau, on va retrouver des motifs qui nous rappellent la Renaissance italienne. Voilà, c'est ce qui donne tout son sens à Kerdalo. Kerdalo, c'est l'œuvre d'un homme, c'est quelqu'un qui a voyagé, c'est quelqu'un qui s'est imprégné de la culture des pays qu'il a visités, dont l'Italie. Et donc c'est quelqu'un qui, au lieu de peindre un tableau, eh bien, va exprimer sa conception du monde, sa culture du monde par une succession de scènes. Et là, nous arrivons dans l'intimité. Nous arrivons d'abord accueillis par un paysage sonore, l'eau qui ruisselle, tout à fait donc dans l'ambiance du jardin italien. Et puis, nous avons ici une pénétrante visuelle vers une inconnue, on peut dire, vers ce que j'appelais de l'intimité. Nous arrivons sur une œuvre d'art, elle n'est pas peinte,
elle est architecture, c'est une œuvre de Peter. Et tout ça à l'ombre des Gunera. En particulier, vous avez vu la splendeur des Gunera, ils sont dans leur milieu. Il y a l'humidité, il y a l'ombre, ils explosent. Hein. Donc en fait, vous avez une luxuriance qui profite au lieu et vous avez la présence de l'homme. Et là, ce qu'on a sous les yeux, c'est un tableau, vous êtes d'accord? Voilà, tout à fait. Vous avez Peter qui est là et qui nous dit, mais moi, je vais vous peindre par la nature ce que je suis. On voit bien qu'il s'amuse, qu'on sort de la référence de la Renaissance italienne avec ces pas japonais en losange qui se rétrécissent pour pouvoir accentuer les effets de perspective. Et puis avec ces motifs de coquillages à l'intérieur de la grotte qui ne représentent pas des figures de la mythologie, comme on pourrait le retrouver justement dans les jardins italiens, mais plutôt des figures païennes, des sorcières et des sirènes. Des figures librement créées. Et c'est vrai que ces pas ne sont pas anodins. C'est-à-dire que d'abord, ils nous donnent visuellement, ils nous donnent à voir l'entrée de la grotte, et il y a cette façon de s'accaparer cette intimité, et ensuite, eh bien, à nous d'interpréter tel qu'on l'entend. De toute façon, Peter n'a pas laissé de message, de description donc précise sur la représentation. Il nous donne à voir, et à nous maintenant, eh bien, de nous imprégner de son œuvre, et puis de jouer cette intimité personnellement. C'est ce qui fait en fait tout l'intérêt de ce jardin. Vous avez le décor, et puis vous avez la rencontre avec l'homme et avec vous-même. Les scènes végétales conçues par Peter Wolkonski sont créées avec les arbres, les plantes et les pièces d'eau du jardin. François Monnery est l'un des 3 jardiniers du domaine de Kerdalo. Il entretient et renouvelle les scènes végétales imaginées par Wolkonski, comme cette lande dorée, adossée à des ifs, des pittosporums, des massifs d'arbustes et d'ajoncs. Ce qui est très beau ici, c'est qu'on voit à quel point il est possible de travailler la palette de couleurs simplement avec des arbres. Et la scène qu'on a en face de nous, c'est un véritable tableau. Oui. Monsieur Wolkonski, il a commencé à intégrer d'autres arbustes comme les pittosporums, Qui sont énormes. qui sont vraiment très très gros et qui de loin donnent cet aspect nuageux, quoi, Et tout autour, on va avoir des effets de profondeur de profondeur. grâce à des feuillages plus foncés. Ouais. Les cotinus, entre autres, les arbres à perruques, Au premier plan. en premier plan, permettent de aussi renforcer le côté lumineux qu'il y a en arrière-plan avec les pittosporums. En second plan, on va voir des choses beaucoup plus colonnaires, qui ça plutôt d'inspiration italienne. Mais ici, on n'a pas utilisé des cyprès, on a utilisé des ifs fastigiés, dorés. Qu'on pourrait trouver en Toscane, mais Oui, sauf que là, on est en Bretagne. oui. Mais c'est plus facile d'utiliser l'if en Bretagne, quoi. Et la composition se termine avec le cornus qui est ici. Entre autres, oui, le cornus et les fusains pour redonner encore une touche de couleur très lumineuse. Ah, c'est vraiment un travail de coloriste, en fait. Et là, je trouve qu'en prenant du recul, on comprend vraiment la qualité de la cette composition. composition et de ces plantations. Finalement, cette prairie, elle est très importante pour valoriser tous ces arbres. L'idée de cette prairie et de la lande, c'est d'avoir une scène aussi qui est plus éphémère, qui est, je dirais, d'une quinzaine de jours, 3 semaines,
À la fin de l'été, quand la prairie est un peu plus haute, elle va monter un petit mètre de haut, elle va rester Elle va très sécher. folle, elle va sécher et prendre des teintes dorées. Elle Donc va on aura être vraiment- doré au sol et puis doré sur les, Tout sur à fait, les- ouais. sur les arbres. C'est une continuité, Mm, mm. ça va ensemble pour moi. Alors c'est une prairie qui est très belle, dans laquelle on va retrouver quelques ombellifères blanches, Beaucoup d'ombellifères, des petits rumex là, de de l'oseille. l'oseille, et puis cette graminée, la flouve odorante. Ah bah oui, elle est très très présente et Elle domine quasiment. elle domine, ouais. Et c'est presque celle qu'on préfère, c'est la plus fine, quoi. Elle prend le vent. Elle est très légère, ouais. Mm, mm. Comment vous l'entretenez cette prairie, François? Elle est fauchée, en général, avant les pluies qui menacent fin d'été, donc avant le 15 août en général. On n'a pas de machine pour ramasser ici, donc on ramasse tout à la main. C'est quelque chose d'un petit peu laborieux, un peu pénible. Mais c'est un travail Mais d'équipe, quoi. C'est pratiquement les seuls jours de l'année où on travaille en équipe à 5, quoi. Ce qui est intéressant quand même à Cardalo, c'est que tout le monde met la main à la pâte, quoi. Ah bah, Les oui. propriétaires, comme les jardiniers, tout le monde est dans le jardin, en fait. Oui, oui. Ouais. Souvent, c'est les jardiniers, Point, quoi. un peu moins les Oui, propriétaires. Mais oui, là, prennent aussi des décisions, on échange beaucoup ensemble. On n'est jamais d'accord sur rien, mais on est toujours d'accord Au final. au final. Isabelle, la chance de ce jardin, c'est que son créateur a une fille sensible au jardin, qui a eu la bonne idée d'épouser un mari, Timothy, qui lui aussi était extrêmement sensible au jardin. Qu'est-ce qui représente, Isabelle, ce jardin pour vous aujourd'hui? Écoutez, beaucoup de la joie de par l'équipe qui est avec moi. Il faut comprendre que ce jardin existe parce qu'il y a cette équipe. Jardinier super. Voilà. Et je trouve qu'on ne pense pas assez aux jardiniers. C'est eux, souvent, qui tiennent la chose. Hein. Un qui fait, mon Dieu, Michael, qui travaille non-stop, qui fait des travaux durs. François, lui, est beaucoup plus botaniste. C'est un jardinier accompli. Et Serge est là pour la finition. Les choses très, 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 très minutieuses. C'est grâce à eux qu'on est heureux, grâce aussi à certains visiteurs qui vous remplissent le cœur de joie. Moi, j'adore quand un visiteur s'endort sur de l'herbe. Ça me fait plaisir. Je me dis, voilà, tous les gens ne sont pas forcément des botanistes érudits. On ne leur demande pas ça, d'ailleurs. Donc, ce qui fait plaisir, c'est aussi de donner à des visiteurs ce côté, voilà. C'est un endroit pour se relaxer, pour se vider la tête, pour se... Éric, quel lien entretenez-vous avec Cardalo? C'est un lien de nécessité et de gratitude. Je dois revenir ici. Sans arrêt, je dois revenir ici. Et j'arrive le plus lentement possible. Vous savez, ce rêve d'enfant, c'est-à-dire on s'en va à pas de loup du jardin et on revient à pas de loup pour savoir qu'est-ce que c'est le jardin sans nous. Et il est là. Donc je me glisse dans cet univers qui est à la fois, comme dit le poète, toujours le même et toujours différent. C'est-à-dire, je feuillette une histoire incroyable. Moi, si je suis romancier, c'est parce que mon père et ma mère me racontaient des histoires. Et là, j'ai une sorte de catalogue d'Il était une fois. Parce que j'ouvre un premier univers, je descends dans la vallée, je vais vers la grotte, je remonte, c'est des merveilles. Brutalement, vous arrivez dans 10 mondes différents. Et la botanique à ce niveau a la fluidité de la musique.